tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide, de garder un côté humain. d'avoir une vie équilibrée. Donc, bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison de Entrepreneuriat à l'aveugle, un podcast conjointement fait avec la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et le service d'aide aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le SANA. Donc, je me présente, William Bixon, je serai votre animateur pour cet épisode et on souhaite remercier le ministère de l'Immigration, la francisation et de l'intégration pour l'aide financière pour ce podcast. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai mes deux invités, donc j'aimerais que vous vous présentiez, vous et votre entreprise, pour commencer ce podcast. Okay. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Yumba et puis je suis issue de la RDC, République démocratique du Congo. Okay. Et je suis venue ici à Trois-Rivières pour les études. Donc, pour ma petite histoire entreprise, c'est Allodeco, entreprise de décoration et organisation d'événements. D'accord, enchanté. Ça fait-tu longtemps que tu es arrivé au Québec? Ça va faire 5 ans bientôt, hein. Ça fait quand même longtemps. Je suis habituée, là. OK, t'es pas parti. Non. C'est bon signe. Je reste. Toi? Je m'appelle Hugo Marchand. Mon entreprise s'appelle Codemain. Je suis associé maintenant aussi depuis mars à la clinique chez Fofun, mais principalement aujourd'hui, je suis là pour Codemain. OK, parfait. Donc, en fait, c'est une entreprise qui était à la base d'informatique en 2017 que j'ai lancée dans un créneau, c'est ça, très technologique. OK. Au fil du temps, je me raffine, puis je dis maintenant que j'ai plutôt 2 créneaux. Simplification du travail, qui touche encore beaucoup à l'informatique, mais un volet plus communication que j'appelle de rayonnement, tout simplement. OK. Donc, il peut être dans les aspects plus créatifs, justement, de rédaction, que ce soit moins de langue marketing, mais beaucoup stratégie de communication, outils visuels, stratégie numérique, tout ce qui est justement comme stabiliser l'entreprise de l'intérieur, puis après faire briller ce que l'entreprise est. OK, j'aime ça. C'est très le fun. J'ai hâte d'en entendre plus. Donc, pour commencer le podcast, je voulais commencer avec une petite question. Quelle était votre inspiration derrière l'entrepreneuriat? Aurélie, on va commencer avec toi. Ah, les dames d'abord. Oui, les dames d'abord. Donc, pour la petite histoire, en fait, moi, je suis créative depuis toute petite. Très, très créative. Je suis artiste. Je fais beaucoup de dessins, des tableaux. Okay. Et j'ai commencé toute petite. Donc, après, j'ai eu beaucoup de petites sœurs. Petite sœur, oui, parce que j'ai beaucoup de petites sœurs. Donc, okay. On est 8. Oh, wow. Oui, une famille de 8. Et moi, je suis la deuxième de famille. Du coup, moi, j'ai vu mes petites sœurs grandir. Je les ai vues naître, je les ai vues grandir. Et donc, à chaque anniversaire, la grande sœur devait décorer, devait faire en sorte qu'en fait, l'activité ou l'événement qu'on organisait soit fun et que les enfants aient un beau souvenir, en fait. Et donc, après, moi, je m'imaginais tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on fait une mise à jour, on change de thème. Aujourd'hui, c'est telle princesse. Demain, c'est Bob l'éponge. Et puis après, je faisais en sorte que les ballons, les assiettes, tout ça concordait, que tout allait dans un thème. Et j'étais aussi du genre à changer le meuble dans la maison, okay. Tout le mobilier. Tout redécoré. J'étais comme chaque mois, là, partout je devais étudier parce que moi, j'aimais pas trop étudier à l'école. Du coup, j'étudiais parfois à la maison quand c'était des cours après et tout. Donc, moi, j'aimais bien quand le mobilier changeait. Du coup, ça me faisait plus... Ça m'aidait à réfléchir, oui. Ça m'aidait à changer d'atmosphère. Donc, je déplaçais tout souvent. Et donc, après, quand je suis arrivée ici pour mes études, je me suis dit, je vais pas dépendre d'un seul revenu. Je vais créer quelque chose à côté. Bon, j'étais aux études. Okay. Donc, j'ai fait études, temps partiel, travail. J'ai fait quelques entreprises. Puis, après, j'ai créé Allodeco pour avoir une autre source de revenus. Et donc, c'est comme ça que c'est assez chargé. École et 2 travails. Ça, c'était quelque chose. Félicitations. C'est pas tout le monde qui serait capable de le faire, moi y compris. C'était pas facile. Donc, toi, ton inspiration était arrivée un peu de tes forces, un peu ta créativité et un peu tes tâches, les choses que tu voulais faire pour un peu mettre de l'avant ta créativité, mais aussi pour rendre l'utile à l'agréable, donner un coup de main à la famille pour tout ça. Fait que, oui. Okay. J'aime beaucoup les beaux souvenirs. C'est vraiment une inspiration interne de dire c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît. Voilà. D'accord. Et pour toi, Hugo? Bien, je prends juste une seconde pour féliciter justement à quel point c'est beau d'avoir pris une certaine part de naturel, mais d'avoir gardé l'élan. Parce que... Non, des fois, avoir une passion, c'est une chose. Le transformer en entreprise, c'est une autre chose. Fait que, bravo. Merci. Mais c'est un peu mon cas aussi.
avec moins d'aspects familiaux, mais j'ai tenu des emplois en informatique après avoir fini mon bac, parce que c'est ça, bien qu'il y ait comme ce volet créatif-là à travers Codemain maintenant, que j'assume complètement. Traditionnellement, c'est ça, reste que ma seule formation sur papier, c'est d'être développeur logiciel. Et j'ai tenu des emplois traditionnels, disons, en informatique. Puis c'était pas des bons emplois, mais le constat que je faisais, c'est que ça restait quand même pas ma place. C'est que je trouvais le monde de l'informatique très froid, plus calculateur, qui avait pas beaucoup d'humanité, alors que j'ai toujours trouvé que c'était un peu un non-sens, parce que pour moi, l'informatique, c'est la communication, c'est la connexion. Puis même dans les projets on ne peut plus traditionnels, par exemple, monter un cahier de charges pour un concours gouvernemental ou pour un très grand projet qu'on veut aller en appel d'offres, bien, la prise de besoin, c'est de l'humanité pure. C'est de s'asseoir, c'est de l'empathie, c'est de prendre le temps de comprendre cette personne-là, quels sont les besoins qu'elle connaît déjà du projet, mais quels besoins je peux l'aider à découvrir puis développer. Donc, j'ai jamais compris que l'informatique soit un domaine reconnu comme étant froid, parce que pour moi, c'est autant presque de l'humanité pure comme la psychologie, comme les domaines de la santé, alors que c'est ça. Je suis dans les rares avec, je pense, cette vision-là, mais c'est un peu pour ça que j'ai fondé Codemain, parce que je me suis dit, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, puis j'avais une opportunité dans le sens où j'avais un employeur qui réorganisait ses services internes, qui m'a dit on aimerait mieux en fait se concentrer sur notre volet de technique informatique, mais évidemment, les projets que tu as faits, on aimerait garder accès à toi, donc est-ce qu'il y a façon de s'entendre? Donc, j'avais cette chance très rare-là de pouvoir me lancer en affaires, mais avec une certaine sécurité de base de clients déjà acquise. Donc, j'ai reconnu qu'on n'a pas cette opportunité-là souvent dans une vie, puis je me suis dit, je fais la chance. C'est ton employeur, dans ce temps-là, t'a offert l'opportunité d'être un sous-traitant direct, juste besoin de partir de ton entreprise. Oui, puis ils m'ont dit, on te garderait comme technicien, on te formerait, on viendrait dans le fond complémenter ta formation de baccalauréat avec ce qui te manque d'informations techniques. Mais j'étais comme, non, merci, c'est très gentil, mais je pense que j'aime quand même mieux l'aspect programmeur-analyste. Mais c'est ça. On a trouvé cette forme-là pour continuer, puis je pense que 2017, ça commence à faire... je pense que ça a bien continué. Oui, ben je crois aussi, mais justement, ce que tu parles un peu, c'est un peu de l'intrapreneuriat. C'est dans le fond, il t'a permis, avec une certaine sécurité, de développer ton créneau au sein de l'entreprise, mais en étant indépendant. Donc, c'est ça, un peu. En 2017, c'était déjà innovant, l'intrapreneuriat. Là, on commence à en parler un petit peu plus, mais... c'est chapeau. Ça aussi, c'est pas nécessairement facile à mettre en place. C'est où les barrières? C'est où que je rentre en concurrence? C'est quoi mon terrain de jeu? Fait que oui, puis je tiens à clarifier, oui, ça s'est fait comme ce qu'on appellerait maintenant de l'entrepreneuriat, mais je me suis quand même séparé rapidement. OK. J'ai vraiment fondé ma propre société par action pour vraiment... comme tracer une ligne claire. Donc, c'est ça, mon emploi a pris fin officiellement, mais on est resté en lien d'affaires compagnie à compagnie. D'accord, je comprends. Puis, justement, pour quand vous avez fait le grand saut, y a-t-il des gens, des organismes qui vous ont aidé? Parce que avoir une passion, c'est une chose. L'amener en entreprise, c'en est une autre. On a des lois, on a des fonctionnements à faire qu'on n'a pas le choix d'accomplir. Donc, y a-t-il des gens ou des personnes qui vous ont aidé au travers de tout ça? Des organismes aussi? Pour ma part, en fait, ma difficulté, ça a été le réseau quand je suis arrivée, parce que je venais d'un autre pays. Donc, je vais dire qu'il y a plein de personnes qui m'ont encouragée, dont ma soeur, ma petite soeur qui, elle étudie en Ontario. Elle vient à Toronto, et Toronto, c'est une ville tellement mouvementée, ça prend que tu sois comme ça, là, pour lancer quelque chose. Donc après, elle était comme, hey, mais vas-y, je vais t'aider, je vais t'encourager. Même si elle est comptable, elle n'est pas du genre, mais elle m'a beaucoup soutenue. J'ai aussi un ami qui m'a beaucoup soutenue, genre, tout le long. Et puis sinon, c'est l'université, c'est les profs. Les profs à qui je parlais souvent de mes projets, j'étais comme, hey, je vais partir. J'ai parti ça, comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis en innovation. Je fais un bac en administration des affaires, profil innovation et développement des affaires. Donc, c'était vraiment dans mon bain. Donc, je prenais la compagnie plus comme pour m'exercer, genre mettre sur le tapis ce que j'apprends à l'université. Comme ça, au moins, je sais que j'étais déjà dans le jus.
Genre, OK. après, j'ai posé des questions à mes profs, ils m'ont beaucoup soutenue. Et puis, vers la fin de mes études, de mon bac, là, dernièrement, le CEI aussi m'a beaucoup aidée, CEI Desjardins. Oui. Et l'université en général, oui, hein, y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue. Et mon église aussi, où il y a beaucoup de parents qui prennent des services. Et puis, Dans le fond, te partager à ton entourage, ton désir. Et là, justement, en parlant, les personnes ont pu t'accompagner, autant les professeurs que, justement, des enseignants au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, eux autres ont pu t'accompagner, mais c'est bien, c'est justement de savoir s'entourer. Puis, comme tu as dit, c'est pas nécessairement facile. Tu arrives dans une nouvelle communauté, qu'on n'a pas son réseau, mais tu as réussi à faire ton réseau en lien avec ça. C'est très bon. C'est très, très bon. Merci. Pour toi, Hugo? Un réseau non seulement développé, mais diversifié aussi en seulement 5 ans. Oui, vraiment. Bien, de mon côté, c'est sûr qu'il y a mon ancien employeur, les services ulogiques. On les salue. Un peu en Mauricie, mais beaucoup dans la région métropolitaine. Mais concrètement, à démarrer Codemain, vraiment, ça a été beaucoup Innovation et Développement économique Trois-Rivières, IDEA, qui dispense le programme soutien au travail autonome. En plein ça. Disons que quand on démarre quoi que ce soit en technologie, c'est pas difficile d'appliquer sur le programme. Il y a tellement de besoins que ça a été plutôt facile. Mais je dirais que le fait que j'ai été tenu d'aller suivre les cours de lancement et de gestion d'une entreprise, je pense que gestion, j'aurais même pas été obligé, mais j'avais assez d'élan puis j'avais assez aimé le cours de lancement que je me suis dit, autant le faire. C'est venu formaliser beaucoup parce que j'avais quand même des bonnes connaissances, je pense, sur l'entrepreneuriat, mais c'est venu justement m'appuyer sur presque tout le processus, sauf la partie, disons, forme d'entreprise, que j'étais déjà assez fixé à démarrer une société par action, une compagnie. Mais tout le reste, en effet, sur tout ce qui était comme plus fiscal, comptable, marketing, légal, ça vient, pour très peu de temps, c'est un assez bon crash course. Ça met en place ça vient solidifier les connaissances, comme ça. Mais c'est sûr que dans mon cas, malheureusement, étant en service plutôt corporatif, c'est sûr que je travaille avec des micro-entreprises, des entreprises en démarrage, mais c'est pas quelque chose qu'on peut m'encourager directement venant des proches, par exemple. Même si j'ai une famille et des amis très soutenantes, il n'y a pas quelqu'un qui va me commander un petit logiciel sur mesure d'une couple de mille sur un coin de table pour me faire plaisir. Puis je les blâme pas, c'est pas un manque d'amour. Mais ils peuvent te soutenir, mais d'une autre manière. Ouais. C'est ça, plus en me donnant en référence, plus en parlant de moi, c'est de la visibilité, mais c'est ça. J'ai pas exactement de service qu'on peut venir juste... Puis, tu sais, je vais faire un petit aparté sur ce que tu as dit, justement. Souvent, le monde se lance en entrepreneuriat, puis ils ne sont pas trop au courant qu'il peut y avoir de l'aide. Puis là, tu as parlé de 2 entités que moi, je connais très bien, dont IDE, Trois-Rivières, mon employeur, mais chaque ville et chaque MRC ont leur centre de développement économique. Donc, pour le monde à la maison qui dit « Hey, j'ai une idée, j'ai une passion que je veux transformer en entreprise », allez voir votre MRC, allez voir votre ville. Il y a des accompagnements qui peuvent être faits, comme avec Hugo, qui peut vous donner des coups de main pour le développement de votre entreprise. Donc, il n'y a pas juste à Trois-Rivières, c'est partout à la grandeur du Québec. Donc, allez voir ça. Et aussi le cours lancement d'entreprise, que justement, je suis sûr certain, les connaissances techniques, tu les avais toutes, mais des fois, les connaissances techniques et les connaissances administratives, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, des fois, on peut être un super bon doer, comme on dit en bon français, mais à aller chercher les connaissances administratives peut être un facilitateur au sein de tout ça. Donc, tu as très bien su t'entourer, toi aussi. Tu es allé voir les bonnes ressources. J'ai été bien accueilli. Bon, D'ailleurs, est-ce que je peux poliment chicaner quelqu'un? Poliment. Non, face à part. Oui. Richard Goyette, oui. Héros inarrêtable, qui, quand j'ai arrêté de lui parler en peut-être 2018, me disait qu'il était sur le point de prendre sa retraite. Disons que j'entends entre les branches que ça ne s'est pas exactement réalisé. Repose-toi, Richard. On a besoin de toi. Tu es un héros. Oui, non, c'est... Non, face à part... oui, Richard, un de nos vétérans chez ID Trois-Rivières, une bible de l'entrepreneuriat. Donc, on le remercie, on le salue, mais aussi, repose-toi, Richard. J'avais peur de où ce que ça s'enlignait, mais non, c'est correct, on va pouvoir le garder au podcast. Je me demandais aussi, ça allait être grave. Toujours très poli. Oui, bon... Parfait, j'aime beaucoup Richard, chaque fois que je le croise, c'est le même commentaire que je lui fais, t'es comme, t'es encore là? Ben, bravo, mais aussi...
Puis maintenant, j'aimerais ça connaître un peu. Là, la vie, ça va vite, ça bouge, on a des enjeux économiques, donc il y a toujours différents défis au niveau de l'entrepreneuriat et de la société. Maintenant, dans vos entreprises respectives, à quoi peut ressembler vos enjeux? C'est qu'est-ce qui tombe comme un défi actuellement? Y a-tu des choses que là, vous dites, hey, avec telle chose, moi, ça vient m'impacter directement sur mon entreprise? Y a-tu quelque chose en particulier qui est un enjeu? Ben, pour ma part, c'est souvent le fait que je suis étudiante, là. C'est vraiment, tu te présentes auprès de quelqu'un et puis tu te demandes, ah, c'est quoi que tu fais dans la vie? Oui, je suis entrepreneur, mais je suis étudiante. Et puis comme, t'es encore en bac. C'est même pas que je fais le master, là. Et parfois, c'est un peu le préjugé que certaines personnes ont par rapport à ta situation actuelle. Parce que là, moi, quand je suis partie en entrepreneuriat, pour moi, mon père est entrepreneur, donc je fonctionnais comme lui. Genre, je fais des économies, c'est mes économies qui investissent dans mon entreprise. Là, j'étais pas au courant de IDE, quoi que ce soit. J'ai rencontré une amie dernièrement, Grace Stéphanie, qui m'a beaucoup introduit à plein de choses ici à Trois-Rivières. Mais de base, je n'avais pas la familiarité avec ce genre de choses parce que dans mon pays, c'est le cash, le cash, le cash, le cash. T'as pas une banque à qui tu peux aller courir et puis demander du jour au lendemain pour t'aider. Là, c'est toi-même, tu te débrouilles, tu vas chercher tes fonds, tu as réinvesti à chaque fois. Et donc, moi, je fonctionnais beaucoup comme ça. Et donc, la difficulté a été par rapport au fait qu'on doit innover souvent, on doit faire des formations, on doit racheter du matériel. En décoration, ça bouge souvent, ça va selon la mode, selon les trends. Et donc, c'est beaucoup de renouvellement et tout. Donc, ça, c'était beaucoup ma difficulté. Puis, tu sais, tu dis quelque chose qui me parlait. Tu dis, justement, on dit, ah, je suis étudiante, mais la créativité, tu n'apprends pas ça à l'école. Tu es créatif ou tu ne l'es pas. Dans ton domaine, que tu sois étudiante, que tu aies 65 ans, si tu es créatif, tu es créatif. S'il n'y a pas de... c'est ça, parce que... Le monde à la maison, on écoute. La créativité, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas. Fait que pas du tout. Donc, tu l'es ou tu ne l'es pas. Fait que, OK, mais c'est aussi un clash de culture un peu que... ici, on fonctionne... on fait il y a des banques qui font des prêts aux entreprises qui permettent justement d'aller chercher du jalon puis aller donner de l'argent pour faire des nouveaux projets. Donc, c'est une nouvelle fonction qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment un plus d'avoir appris tout ça parce que, comme tu as dit, un clash de culture, c'est que tu arrives, tu dois tout apprendre, tout. Genre, tu peux même pas te limiter à ce que tu connais. Même si, parfois, je peux me dire, mais j'ai plus. Mon père, il paye beaucoup d'argent pour mes études parce que ça coûte vraiment très, très cher. L'année, c'est comme 24 000 $ à chaque session, là. Mais c'est comme... Et puis, tu es comme, non, je dois apprendre des autres. Et puis, ouvrir le réseau, s'ouvrir, aller parler à d'autres personnes, faire la connaissance de magnifiques personnes comme ici, à la Jeune Chambre. J'ai rencontré tellement de belles personnes. Et si j'aurais su plus tôt, quand j'étais arrivée, je crois que ça m'aurait fait gagner plus de temps. Mais bon, on continue à apprendre. T'aider à t'outiller, à rencontrer des nouvelles personnes. Exactement. Ça prend beaucoup de vulnérabilité aussi. S'exposer comme ça. Puis de dire qu'on n'est pas parfait. On a toutes des choses à apprendre, en effet. Je suis très d'accord avec toi, Hugo. Au niveau de tes enjeux? Je me cache pas d'en avoir. Puis, en fait, je réalise que j'ai longtemps tenu un syndrome de l'imposteur assez fort, pas au niveau de mes compétences, de mon savoir-faire. J'ai jamais eu de doute là-dessus, mais quand je dis que maintenant je me prête plus un créneau justement de simplification du travail, je le présente comme ça parce que ça fait longtemps que, même quand j'étais à l'école, je me pose un peu comme gourou. Puis c'est un terme que je dis super comme sur les freins avec réserve parce que comme il y a beaucoup de connotations négatives, mais je me rends compte que c'est ce qu'on me prête quand même. Il y a une cliente récemment qui m'a lancé le compliment, elle m'a dit « Toi Hugo, c'est comme si tu étais cartésien et rassurant. » J'étais comme OK, si on enlève la conjonction « et » avec ces deux mots-là, ça couvre comme 50% de qui je suis. Donc ça a été un bon gros coup positif. Mais c'est ça, je me rends compte que là où j'ai de la valeur, là où j'arrive à vraiment avoir de l'impact avec mes clients-clientes, c'est quand je deviens un espèce de réflexe téléphone rouge. Que j'ai déjà fait une petite chose, puis que moi, ma question préférée à recevoir, c'est « Hugo, connaîtrais-tu une façon de... » ou « Connais-tu un outil qui... » ou « Penses-tu que ça se ferait de... »
j'ai du fun. Moi, c'est un puzzle, ça devient un jeu. Parce que la réponse, c'est souvent oui, mais avec 8 sous-questions. Parce que justement, dans cette espèce d'affinement des besoins-là, le fait que je sois quelqu'un d'empathique, de patient, qui va prendre le temps de s'asseoir, c'est là que j'ai vraiment, je pense, où j'ai le plus de pouvoir, dans le fond, où le type de connaissance puis de personne que je suis a le plus de levier pour avoir de l'impact. Parce que mon enjeu pour en revenir, c'est que souvent, je me rends compte que les plus gros projets, disons, traditionnels, que ce soit en appel d'offres, comme des entreprises qui ont une certaine vision particulière, vont avoir soit comme un petit cahier de charges ou vont prendre le temps de s'asseoir avec chaque soumissionnaire et vont présenter le projet. Mais c'est sûr que pour avoir un comparatif clair, c'est important d'avoir une certaine vision du projet, mais là où je cherche encore l'équilibre, appelons ça comme ça, c'est que j'ai beaucoup de travail en éducation à faire. Donc, en fait, il faut que j'arrive avec le gant de velours, mais garder la poigne de fer. Parce que des fois, les gens ont une très bonne vision de leurs besoins, mais ils vont s'attacher à la première idée qu'ils ou elles ont eue de comment arriver à répondre à ce besoin-là. Un très bon exemple, c'est que ces temps-ci, avec l'espèce de ruée vers l'or d'intelligence artificielle qu'on a, c'est très facile de se dire, en fait, d'en faire une espèce de boule de cristal magique, puis de dire, oh, on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça, puis ça va faire ça, ça. Ça va tout régler. Bien, puis des fois, ça peut régler beaucoup de choses, mais mon travail, puis même avant l'intelligence artificielle, c'était beaucoup de dire, OK, dans ce que vous dites, j'entends votre besoin, mais laissez-moi, j'aimerais vous montrer d'autres options. Parce que souvent, je me retrouve à être dans les plus petits soumissionnaires sur des concours, sur des appels d'offres. Puis les gens vont avoir, justement, vont se faire envoyer des soumissions d'agence qui peuvent être de 80 000, 120 000 donc, d'être la personne qui arrive et qui poliment dit, on pourrait vous donner une phase 1 très satisfaisante pour 12, 15 000. Ça fait sourciller les gens parce qu'ils disent, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que ça ne se peut pas que ce soit que ce soit autant moins cher que la compétition. Mais si vous connaissez les méthodes de gestion agile, entre autres, moi, évidemment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'université, mais que j'ai eu la chance d'appliquer. La réalité, c'est que souvent, bon, je sais que c'est rassurant pour un conseil d'administration, pour, peu importe la forme de conseil ou d'actionnaire ou de décision d'équipe entre cadres d'une entreprise, même s'il n'y a pas de conseil. La réalité, c'est que souvent, on aime ça, savoir combien ça va coûter. Mais depuis les années 2000, la recherche qui se fait à maîtrise, puis au doc, puis au post-doc en informatique, tout ce qui est sur les méthodes agiles, c'est qu'on n'est pas si bon que ça en communication, puis c'est un peu ce que je disais tantôt. Donc, entre ce qu'on pense qui est notre besoin, puis de comment on pense qu'on l'a exprimé, puis de ce qu'on a dit réellement, puis comment la personne l'a reçu, puis interprété. Puis il y a comme 9 ou 10 couches où on peut se perdre, et ça fait que plus c'est loin en plus, donc si on regarde par exemple, un de mes exemples préférés, c'est le système de Pfenix au fédéral, qui a été malheureusement une histoire, un très bon exemple à donner, parce qu'on ne peut pas faire même pour de quoi de beaucoup plus petit que ça, puis là, ça, c'était géant, mais on ne peut pas faire de cahier de charge stable, parce qu'on n'a pas de bonne vision. Donc, en fait, la meilleure façon de résumer les méthodes agiles, c'est de dire, on va prendre une petite bouchée, puis réévaluer, puis faire un autre pas. Bien évaluer les besoins, puis l'avancement, et y aller étape par étape, au lieu de faire un gros lot. Parce que la meilleure façon de se faire une tête sur un projet, en général, mais surtout en développement, c'est de l'avoir entre les mains. Donc, en fait, justement, d'essayer de le redonner aux personnes, aux utilisateurs, utilisatrices finales, que ces gens-là puissent se faire une tête puis dire « Ah, mais vous voyez, on l'avait vu comme ça, mais c'est vrai que l'approbation des factures, dans l'autre sens, ça irait mieux. Dans l'autre sens, ça serait plus rapide. Ah, côté sécurité, on a un petit enjeu. » Plutôt que de dire « OK, on signe 80 000 puis on se reparle dans 4 mois. » De bien cerner le besoin derrière la demande. Oui. Okay. Donc, c'est quand je dis que j'ai un travail en éducation à faire à ce niveau-là, c'est de m'asseoir avec les gens et de dire, je sais que c'est inquiétant d'avoir une soumission qui est autant en dehors du lot que ça, mais je peux vous sortir les chiffres sur les taux de succès de projet, mais c'est ça, malheureusement, même si j'arrive avec le bon angle, c'est sûr que c'est pas tous les gens qui sont prêts à embarquer là-dedans, puis je comprends parfaitement, mais il y a beaucoup, c'est ça, de sensibilisation et d'éducation à faire. OK, excellent. Ça, c'est une éducation à vraiment faire, parce que je trouve qu'on a tous, en tant qu'entrepreneurs, ce dilemme-là de vraiment aller sonder le client, aller voir le détail de ce qu'il veut, parce qu'il peut très bien flancher juste parce qu'il manque une toute petite chose. Et là, puis des fois, justement, le client il dit non, moi, c'est ça que je veux, mais il est borné, puis on veut pas le froisser, mais on veut lui offrir un bon service. Fait que c'est où l'angle, le juste milieu dans tout ça? Donc, c'est savoir de bien jongler dans tout ça. Là. C'est pas toujours évident.
Est-ce que je peux ajouter juste une Ben, minute là-dessus? certainement, certainement. Ce que j'ai remarqué récemment, puis bon, c'est ça, je suis très actif, disons, en visibilité du côté code main depuis, disons, la fin de l'hiver. Beaucoup de mes nouvelles personnes clientes sont des femmes en affaires. OK? Puis j'avais pas fait vraiment le lien jusqu'à ce que je regarde vraiment comme dans mon espèce de livre de gestion interne. Puis j'étais comme, femme, 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 homme, femme, 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 femme. J'étais comme, oh, OK, ben il y a un pattern, assurément. C'est un assez bon échantillon statistique pour tracer un pattern. Puis pour me rendre compte que souvent, justement, les femmes en affaires en général, mais les femmes tout court aussi, se sont tellement fait manquer de respect par les gens en technologie en général que d'avoir quelqu'un qui sort un peu de nulle part puis qui est juste prêt à écouter de base, incroyable. Que juste pour ça, je gagne des contrats parce que j'ai pris le temps d'écouter. Ah, je te dis, pour les femmes, l'écoute, c'est la clé. Oui, non, ben tu sais, c'est un peu dommage qu'on soit dans une culture comme ça. Mais toi, tu offres une solution que tu es là pour écouter, que tu sois un homme, une femme, peu importe qui, tu es là pour écouter, pour bien répondre à son problème. Puis je pense que, tu sais, là, c'est dans l'informatique, mais chaque entrepreneur devrait avoir cette mentalité-là et c'est tout à ton honneur. Merci, mais pour moi, c'est la base. Oui, Mais il faut qu'on me rappelle, c'est ça. On me dit, ah, mais c'est exceptionnel. Je dis, si vous le dites. Oui, ça devrait pas. C'est ça me fait de la peine que ce soit exceptionnel. Mais excellent. Donc, on est rendu à la question de la fin. Donc, question de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos entreprises? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Allo Déco? Allo Déco, être une référence. Parce que moi, j'aime bien former les gens. Okay. J'aime bien donner l'opportunité à d'autres personnes de s'ouvrir à ce qu'ils ont peur. Parce que de base, moi, j'avais peur de dire que je suis artiste. Parce qu'avec le bac, parfois en bac, t'as comme les gens qui font de l'art juste. Et eux, généralement, les gens les négligent parce qu'on se dit « Ah, c'est un artiste, il n'aime pas les maths, il n'arrive pas à faire... » Ouais, voilà, c'est ça, une tête en l'air, t'aimes trop rêver et tout. Mais moi, je veux donner cette envie-là à des personnes qui sont marginalisées à trouver quelque chose parce que c'est avec rien qu'on peut faire plein de choses, c'est avec des petites choses. Donc moi, j'ai vraiment envie de former des gens, de former des femmes. Parce que je viens d'une société où être une femme entrepreneur, c'est très difficile. Parfois, c'est mal vu et tout. Donc, j'aimerais bien former, j'aimerais bien donner des opportunités à d'autres personnes. Et aussi beaucoup d'argent, parce que pour faire tout ça... ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Oui, en effet. Donc, ça a beaucoup de succès à Allo Déco et puis une grosse ouverture pour les autres. OK. Excellent. C'est très bien. C'est très beau. Merci. Pour Hugo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ton entreprise? Ça me recoupe beaucoup, tout ce qu'elle a dit, mais qu'on me laisse des chances. Parce que c'est ça, il n'y a aucun... Je suis pas sournois du tout, mais j'aime justement me mettre un premier pied dans la porte dans des entreprises pour prouver que je suis une personne de confiance. Parce que moi, je le sais, mais comme j'expliquais avec les processus de soumission, c'est ça, ça déclenche souvent une certaine réserve chez les gens, mais je sais que j'ai de la valeur à apporter. Je parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure, puis justement, j'aime former ces partenariats-là, devenir une personne ressource, puis avoir la chance de justement devenir une espèce de partenaire long terme avec le plus de gens possible. Évidemment, on ne peut pas être un téléphone rouge pour tout le monde, mais j'aurais eu l'opportunité de reformer une équipe ou une agence avec Codemain. La raison pour laquelle je reste seul dans Codemain, c'est pour que ça reste à mon image. Je voulais former quelque chose d'à part, avec son propre nom, qui n'était pas juste Hugo Marchand, mais pour moi, ça a une énergie justement très différente. Puis, de plus en plus, en fait, ça a longtemps été caché dans mon nom, dans mon logo. C'est pas un hasard que ça sonne un peu comme coup de main. C'est pas un hasard qu'il y ait co-demain, construire demain ensemble. C'est ça. Non, quand on creuse, il y en a. Ça a été réfléchi. Mais juste dans le visuel, en fait, là, on ne l'a pas à l'écran, mais mon logo qui est une fusée, en fait, entourée de crochets carrés, ça a toujours été voulu dans les deux sens que ça se prend très bien dans l'autre côté parce que je le vois aussi beaucoup comme flambeau, comme torche. Puis bon, on est dans la creuse mythologie, mais je m'associe beaucoup à ce côté-là de Prométhée, le mythe grec de Prométhée qui était un titan, je pense, qui avait volé le feu aux dieux, qui l'avait donné aux humains, parce que je me rends compte que beaucoup les petites entreprises
ont peur des technologies, n'ont pas accès aux technologies. Donc, quand je parlais de méthode agile tantôt, je le vois beaucoup comme une boucle, mon logo, de fusée, on propulse, puis on reprend le feu en main. T'sais, on le rattrape, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec? On retourne à la fusée, on propulse. Fait qu'il y a beaucoup de cette boucle-là que j'aimerais que les gens prennent la chance. D'apporter un service à tout le monde, que c'est pas réservé juste au Amazon et au C'est Google. Ça, que oui, il y aura toujours des plateformes cloud géantes, mais qu'il y a moyen de faire beaucoup avec très peu. Excellent. Bien, merci beaucoup. C'est tout ce qui c'est la fin du deuxième épisode d'Entrepreneuriat à l'aveugle. Donc, merci beaucoup, Hugo et Aurélie, d'avoir participé au podcast. Donc, tous les épisodes vont être disponibles sur YouTube, Spotify et Balado Québec pour réécouter en boucle les épisodes des podcasts. Donc, un gros merci et à la prochaine. Merci beaucoup.